Bonjour à tous et bienvenue pour ce talk qui s'insère dans la série dédiée au futur des infrastructures de mobilité. La semaine dernière, on a pu échanger avec Étienne Godin qui nous a présenté Flowell et qui nous en a dit plus sur les perspectives offertes par les infrastructures connectées. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au futur et la pérennisation de ces fameuses Corona-pistes avec Axel Lambert, chargé de mission Club Ville et Territoire Cyclable. Bonjour Axel. Bonjour Vincent, bonjour à tous et merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté de participer à ces talks. Ces talks sont proposés par le Mobility Club, ce club privé destiné aux grands groupes de la mobilité souhaitant être mieux connectés à l'écosystème startup et décrypter les grandes tendances d'innovation de ce secteur. Comme toujours, et vous le savez, n'hésitez pas à utiliser la section de chat dédiée pour vous présenter, mais vous avez aussi une section de questions qui vous permet de nous interroger, poser des questions à Axel, et on prendra quelques questions à la fin de l'échange. Peut-être Axel, avant de commencer ce talk vraiment et de parler de ces Corona-pistes, je te propose de te présenter et nous en dire plus sur Club Ville et Territoire Cyclable. Ok, c'est noté. Alors, Vincent, moi je suis Axel Lambert, donc chargé de mission au Club des Villes et Territoires Cyclables. Ça fait bientôt 1 an et demi que je m'occupe dans cette association des questions relatives aux aménagements cyclables, aux services vélos ou même parfois au management de la mobilité. C'est comment dans les entreprises et les collectivités, on essaye d'impulser une dynamique vélo chez ses collaborateurs. Donc, je m'occupe aussi de ces sujets-là. Donc, dans cette association qui s'appelle le Club des Villes et Territoires Cyclables. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une association de collectivités, comme l'Association des maires de France, mais spécialisée sur les questions de mobilité active. Nous, notre objectif, c'est conseiller sans parti pris les collectivités dans le développement de leur politique vélo et leur politique piétonne aussi. Et alors, je le fais très rapidement, mais c'est parler par exemple des questions de stratégie, comment on développe et conçoit un plan vélo ambitieux. C'est aussi créer un espace pour les décideurs et les techniciens, créer un espace d'échange. Et par exemple, notre congrès du Club des Villes et Territoires Cyclables qui va arriver dans un mois à peu près est un de ces moments forts. Et aussi, c'est agréger et fournir des ressources pour les décideurs. Et par exemple, une des ressources qu'on leur fournit, c'est cette étude sur les Corona-pistes que nous avons réalisée l'année d'après. Mais c'est ce sur quoi on va parler maintenant, il me semble. Complètement, merci pour cette présentation. Et en effet, on va beaucoup se baser sur l'étude que tu as réalisée et que vous avez réalisée au sein de l'association. Pour entrer dans le sujet, en fait, comment les aménagements temporaires ils ont été déployés, ces fameuses Corona-pistes, et quel impact ça a eu finalement sur l'usage du vélo? Alors, vaste question, très difficile d'en parler en 5 minutes, mais je vais essayer quand même. Pour vous dire, voilà, il y a un chiffre à retenir, c'est ces aménagements transitoires ou Corona-pistes. On dit qu'à peu près, on a eu entre 600 et 700 kilomètres d'aménagements sur le territoire qui ont été développés depuis avril dernier, voilà, en sortie du confinement. On en avait 1000 prévus, donc on est très satisfait de ce chiffre à peu près. Donc pour récapituler, ils ont été lancés à la faveur de la pandémie, voilà. Rappelez-vous, il y avait une désertion des transports en commun à cause de la question de la promiscuité, avec cette question des gestes barrières qui était vraiment au centre des débats. Et énormément de collectivités avaient peur de voir tous ces gens qui habituellement prenaient le bus, le métro, déserter, on va dire, les rues pour prendre leur voiture et créer un engorgement assez important en fait de tout le réseau de voirie de leur collectivité. Et donc, on a certaines collectivités qui, face à cette pression, ont décidé de faire un pari osé, c'est de développer des aménagements temporaires très rapides pour susciter la hausse de l'usage vélo. Et donc est né ce fameux mouvement que les médias ont appelé des Corona-pistes. Et c'est vraiment lié à cette période de sortir du confinement. Alors, pour vous dire à peu près un ordre de grandeur, on a peu de Corona-pistes en France. Actuellement, on a 51 000 km de pistes cyclables et de voies vertes donc en dur en France. C'est énorme par rapport à ce stock des 600 ou 700 km de Corona-pistes. Mais ce qu'on a constaté,
c'est que ces coronapistes, elles sont généralement situées dans des endroits stratégiques, quelques kilomètres, par exemple, qui permettent de faire un bon complément à un réseau cyclable déjà existant. Et ça a vraiment, on va dire, dopé la pratique cyclable. Vous voyez des villes comme Paris, les coronapistes ont accompagné le développement et la hausse de l'usage du vélo très importante. C'est aussi le cas à Lyon, à Strasbourg, enfin dans de nombreuses villes. Donc, et voilà, bien sûr, c'est pas la seule chose qui permet de développer la hausse de l'usage du vélo. Il y a eu aussi le coup de pouce vélo. Rappelez-vous, cette capacité pour chaque citoyen français de réparer son vélo avec un chèque de 50 € donné par l'État. Donc, ça a permis de sortir aussi des vélos de la cave. Il y a eu des ambitions des collectivités et de l'État assez fortes qui ont participé aussi à la hausse de l'usage vélo cette année. Qu'on estime à peu près à plus 27% de fréquentation des aménagements cyclables en 2020. Voilà, pour vous dire à peu près sur cette question de, on va dire, l'ampleur des coronapistes. Juste un mot aussi sur le nombre de collectivités dans cette dynamique. Dans notre étude qui se base sur l'année 2020, on a vu qu'on avait 148 collectivités qu'on a interrogées et qui ont dit être intéressés par la question des coronapistes, soit développer concrètement des choses, soit parfois s'arrêter à l'étude projet, mais qui avait un intérêt. Et sur ces 148 collectivités, on a 75% d'entre elles qui ont lancé concrètement un projet. Donc c'est assez aussi important dans le nombre de collectivités en France qui ont développé ces coronapistes. Et cela, oui, juste un mot aussi sur ces 148. On va dire, on a un spectre politique assez large. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est seulement des municipalités écologistes qui ont développé ces coronapistes. On a vu aussi, des municipalités LR ou PS investir fortement, avoir des grandes ambitions aussi dans ce mouvement des coronapistes. Et ça, c'est un mouvement qu'on perçoit, nous, au club. Nous, on est transpartisans. On fait en sorte que la solution vélo soit la plus développée possible dans les collectivités et que ce n'est pas quelque chose qui est juste écologiste, mais quand on tient à son centre-ville, on a aussi envie de développer le vélo. Ok. Merci pour tous ces chiffres, ces éléments de contexte. C'est vrai que ces coronapistes viennent d'un contexte national. Vous aussi, vous travaillez sur tout le territoire. Et du coup, est-ce que vous avez perçu des différences entre les zones très, très urbaines et les zones rurales? Oui, alors ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que c'est un phénomène qui est essentiellement urbain, donc ces aménagements temporaires. Ce qu'on a pu voir, c'est que les aménagements cyclables de transition étaient plus nombreux et plus avancés dans les grandes villes que dans les territoires moins denses. On a 3 fois plus de collectivités urbaines qui ont indiqué avoir un projet que de collectivités rurales. Et en fait, c'est lié à la pression sur l'espace public. Dans les territoires peu denses, les collectivités rurales, la pression sur l'espace public, elle était moins forte, car il y a moins de densité, il y a moins de transports en commun. Et les enjeux sanitaires liés à la promiscuité ou la crainte de la pollution motorisée aussi étaient moindres. Et donc, ça fait qu'en décembre 2020, on a 85% des collectivités urbaines enquêtées qui avaient concrétisé au moins une partie de leur projet de coronapiste. Et on avait seulement 40% de collectivités rurales qui avaient concrétisé toute une partie de leur projet rural. Ce qu'on remarque aussi, c'est que ces collectivités, peut-être, il y a moins d'ambition, moins de pression, mais il y avait aussi plus de difficultés techniques et budgétaires qui sont très fortes dans les territoires ruraux. Un exemple, un chargé mission transport dans les services techniques va s'occuper de tous les modes, généralement le bus, la marche, le vélo, l'autopartage. Alors que dans les grands services de métropole, on va avoir 5 ou 6 personnes dévolues uniquement à la question du vélo. Pareil sur les financements, ils étaient moindres. Donc, ça aussi, c'est une clé d'explication pour montrer qu'on a vraiment un retard des collectivités rurales dans le développement des aménagements cyclables de transition. Cependant, on a pu voir au sein de notre étude qu'on a plusieurs petites villes qui ont eu des ambitions et qui ont mené des projets de coronapistes ou d'aménagement cyclable de transition pour le vélo, mais aussi pour les
les piétons, hein. Je cite par exemple Bayeux, Châteauroux, Charleville-Mézières, Haguenau. Donc voilà, des petits territoires, mais qui ont été force de proposition aussi et assez moteurs. Pour vous dire aussi un élément de contexte plus général, cette question des moyens et cette question du personnel est un peu abordée aussi par l'État, hein, qui a pris en compte cette question-là et a lancé un certificat d'économie d'énergie qui s'appelle le programme Avélo 2, qui est dévolu à aider ces petits territoires et cofinance des plans, des études ou même des actions vélo pour développer le vélo sur ces territoires peu denses. Voilà pour la question, en tout cas, de cette différence entre les zones rurales et urbaines, Vincent. Bien sûr, si vous voulez prendre des questions lors de cet échange, moi, je suis bien sûr... En effet, on prendra quelques questions à la suite de l'échange. En tout cas, voilà, merci pour tous ces éléments de contexte. Voilà, on voit bien c'est ce qui a été réalisé, ce qui a été posé, les différences voilà, entre les zones rurales et urbaines. Maintenant, voilà, si on se projette un peu, voilà, quel va être l'héritage voilà, de ces aménagements temporaires, à la fois pour les collectivités et pour les usagers? Alors, ce qu'on remarque, on a plusieurs héritages, en tout cas, hein, de cette période qui a vu faire popper à peu près 600-700 km d'aménagement cyclable sur notre territoire. Déjà, le premier résultat, c'est les pérennisations. On a beaucoup de collectivités qui ont lancé des aménagements en disant c'est temporaire et qui, au bout de 6 mois, se sont dit non, ça marche bien, on va les mettre en dur, donc on va changer les balises et les marquages jaunes pour mettre des séparateurs en béton, faire en sorte d'avoir un aménagement qualitatif et plus des aménagements légers. Et on aurait très bien pu voir advenir en fait juste un effet d'annonce, juste des collectivités qui disent nous on va faire des coronapistes et en fait ça reste lettre morte. Là on a eu un vrai engagement avec des aménagements qui se sont mis en place et des collectivités qui derrière réinvestissent de l'argent pour pouvoir en faire des beaux aménagements pérennisés. Et ça c'est assez intéressant. On a par exemple, je cite Lyon. Hein. Lyon a décidé d'acter la pérennisation de 60 km d'aménagement cyclable de transition. Paris également a fait l'annonce qui pérennisait l'ensemble des aménagements temporaires. Et on a aussi des petites villes, hein, je pense à des villes régionales, Saint-Malo, qui a fait une piste cyclable bidirectionnelle, pour le terme technique, sur un axe très fréquenté sur le Sillon, et qui a décidé de transformer ce projet-là en vrai projet urbain, et qui va mettre plusieurs centaines de milliers d'euros dans la création d'un vrai projet urbain. Donc, c'est assez... moi je suis très content en tout cas de voir advenir ces pérennisations. On a vu même des collectivités qui décident de redévelopper encore, malgré le fait que la pandémie et la première vague soient passées, qui décident de développer encore plus des aménagements temporaires. Et on voit des territoires comme le territoire du Creusot qui a annoncé il y a quelques semaines développer plusieurs kilomètres de bandes cyclables, donc temporaires en jaune, dans son centre-ville pour l'apaiser. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que ce mouvement se prolonge. On n'a pas autant de collectivités qui annoncent développer des aménagements cyclables de transition, mais on a quand même un petit pool de collectivités qui relancent des projets. Ça, c'est un premier héritage, en tout cas, de cette période. Deuxième, c'est la question des aménagements cyclables innovants. Ces tests, ces expérimentations de collectivités ont permis de développer, en fait, de libérer l'imagination des collectivités, et elles ont proposé durant cette période des choses qu'on ne voyait pas en France, à savoir des carrefours hollandais, c'est-à-dire des carrefours assez intéressants où on va avoir des îlots qui sont très sécurisés pour les cyclistes. J'ai 3 exemples. Hein, au Havre Métropole, ils ont fait un carrefour qui est vraiment une référence maintenant. À Paris, vous avez la porte de Saint-Cloud, par exemple, ou le carrefour Pompadour à Cergy, qui est des éléments aussi marquants. Hein. Et donc, cette période a permis un des héritages de libérer l'imagination des collectivités et proposer vraiment des aménagements ambitieux.
on va aussi avoir, au-delà de cette pérennisation des aménagements, un mouvement vers les mobilités actives des collectivités. C'est-à-dire que ces coronapistes, on a des collectivités qui nous ont dit, voilà, nous, on n'en a pas fait, mais ça nous a posé la question du vélo comme vrai mode de transport. Et on a 1/5 de nos collectivités territoriales répondantes qui disent, après cette période, cette crise et ce développement des aménagements cyclables de transition, vouloir développer un plan vélo pour planifier sérieusement le développement de l'usage du vélo. Et ça, c'est aussi, on va dire, une des conséquences positives heureuses, c'est que ces coronapistes, elles ont vraiment permis à nombre de collectivités de prendre en considération la question du vélo comme un vrai mode de transport pour développer son usage. Et ce qu'on peut dire aussi, un autre héritage, c'est que ces coronapistes, elles ont changé aussi la manière de faire de l'aménagement cyclable. La méthode traditionnelle pour faire une piste cyclable, c'est assez simple, c'est de la planification. Donc, on va créer, on va développer une infra à l'opportunité, ou alors on la développe vraiment. C'est une méthode assez longue, parfois tout confondu. Il faut entre 2 et 4 ans pour sortir un aménagement, une piste cyclable. Et un aménagement dont on ne connaît pas forcément l'efficacité. Parfois, on travaille, on planche 4 ans sur un aménagement, on en sort un, et en fait, on remarque que le réseau, la fréquentation des vélos, en fait, est dans la rue d'à côté. Je caricature, mais parfois, c'est ça qui se passe. Là, avec les aménagements de transition, on renverse un peu les choses. On donne aux collectivités le droit de tester. C'est-à-dire qu'on expérimente rapidement. La collectivité va développer très rapidement, sur quelques mois, un linéaire cyclable important. Ensuite, on évalue, c'est-à-dire qu'on rassemble les citoyens et les associations pour dire, bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces aménagements cyclables de transition? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils créent d'autres conflits ou non? Et ensuite, troisième mouvement, on vient transformer. S'il y a des problèmes, on vient parfois supprimer, et on a vu les coronapistes, il y a eu des suppressions sèches d'aménagement parce qu'ils ont été jugés pas assez efficaces. Ou alors on pérennise parce qu'on trouve que c'est un aménagement qui a été cohérent et qui satisfait l'ensemble des parties prenantes. Et ça, c'est voilà, en gros, l'expérimentation, l'évaluation et la pérennisation, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. Et c'est vraiment une nouvelle manière de faire de l'aménagement pour les collectivités. Ça a été une grande première, ce mouvement des coronapistes. Et on a vraiment un satisfecit, 90% des collectivités répondantes à notre enquête ont dit vouloir que cet urbanisme tactique puisse être développé voilà, à la longue et pas seulement en lien avec le phénomène de la pandémie. Et ce qui amène, je pense, à un autre développement qui est le rapport à la démocratie locale. C'est que ça transforme aussi le rapport à la démocratie locale. Dans les processus de participation classiques, pour les citoyens, c'est très dur de se figurer sur un plan ce que va devenir un projet. Vous leur mettez sur une carte et avec des jolies photos ce que va devenir une rue cyclable. C'est assez compliqué de se l'approprier. Là, avec les expérimentations, on a une expérience en fait des citoyens, des usagers, et on peut voir concrètement ce que ça fait. Et en fait, ça enrichit aussi le débat public. Et on a énormément de collectivités, par exemple, on a eu Mulhouse ou la métropole de Nantes, qui ont développé des vrais processus participatifs pour évaluer ces aménagements cyclables de transition qu'ils avaient développés sur leur ville. Et ça, c'est assez précieux. Ce changement, en tout cas, dans la démocratie locale et cette participation plus développée. Voilà pour ce qui est pour moi, en tout cas, les héritages, ces pérennisations. Voilà, c'est cette innovation qu'on a pu voir advenir et cette transformation aussi dans la manière de faire avec cet urbanisme tactique. Voilà, c'est vrai que les héritages sont nombreux. Ils sont même là où on ne les attend pas. Axel, peut-être j'ai un écho.
Tu pourrais te couper. Oui, bien sûr. Je te remercie. C'est vrai que voilà, les héritages sont nombreux, même si on ne les attend pas, notamment sur la partie démocratie locale. Maintenant, je propose de prendre une question. Il y a une personne chez velook.fr qui se demande, double question, quelle est la situation de l'emploi dans le secteur de l'aménagement cyclable? Et par ailleurs, est-ce que les collectivités rencontrent des difficultés à recruter des profils experts vélo? Ton micro est coupé, excuse-moi. Alors oui, la question, la question de l'emploi dans le secteur de l'aménagement cyclable, hein, ça dépasse vraiment la question proprement des coronapistes. Ce qu'on peut voir, alors nous, on travaille en parallèle, on a sorti cette étude, hein, mais il y a aussi une question voilà, de la filière industrielle vélo. Je ne suis pas forcément en charge de ce domaine, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un boom de l'emploi avec des magasins vélo, par exemple, qui recrutent énormément. On va avoir des filières en tension et c'est lié à la hausse de l'usage vélo, hein. On a vraiment voilà, beaucoup de gens qui achètent des vélos, qui veulent les réparer, et donc du coup, ça crée de l'emploi. Voilà ce que je pourrais dire, c'est on est face à l'émergence d'un système vélo et donc du coup de toutes ces composantes, dont la filière vélo. Je ne suis pas forcément un spécialiste de cette question-là, mais voilà pour ce qui est de la question de l'emploi. Par contre, ce qu'on a pu voir sur la deuxième partie de cette question, donc est-ce que les collectivités rencontrent-elles des difficultés à recruter des profils d'experts vélo? Ça a été une des choses qui a émergé dans cette étude sur les coronapistes. C'est qu'on a des services techniques et des élus qui ont dit, mais nous, on n'est pas dimensionnés, on ne connaît pas, on n'a pas cette culture vélo, on n'est pas forcément des cyclistes. C'est quelque chose de nouveau et on n'a pas forcément les outils techniques et conceptuels pour développer en fait voilà, un schéma d'aménagement cyclable, un schéma d'aménagement de stationnement, des services vélos, par exemple des vélos en libre service, des aides à l'achat. Et donc ça a vraiment été quelque chose qui nous est remonté. Donc là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Voilà, comme j'ai dit, c'est l'émergence d'un système vélo, donc il y a aussi des questions de formation à mettre sur la table. Nous, à notre échelle, on essaye de former nos collectivités adhérentes. On a tout un cycle de formation qu'on propose justement sur ces questions d'aménagement cyclable, comment bien penser son aménagement pour pas faire voilà, une piste cyclable qui ne va pas être utilisée, parce que si la collectivité dépense de l'argent pour faire des aménagements cyclables, il faut que ce soit utilisé, sinon ça ne sert à rien. Et voilà, on essaye de participer en tout cas à cette montée en compétences sur la question vélo. On n'est pas les seuls, hein. Par exemple, la Fédération des usagers de la bicyclette a développé ce qu'on appelle l'ADMA, l'Académie des métiers, avec une série de 11 experts à vélo qui va dispenser aussi pour le grand public, hein, des formations sur l'expertise vélo. Ok. Peut-être prendre deux questions assez rapidement. Je vois qu'on a largement déjà dépassé l'horaire prévu. Une première question de JM Debache qui se demande voilà, de quelles métriques les décideurs disposent pour décider ou non de l'instauration d'une piste provisoire. Et puis une autre question de Laurent de Colas qui se demande est-ce que vous avez prévu d'intervenir au Salon des maires? Donc, sur cette question voilà, de pourquoi on choisit tel ou tel endroit dans la création de Coronapiste, c'est bien ça. Si je transforme, qu'est-ce qui préside au développement d'une Coronapiste? Généralement, alors, soit la collectivité a déjà pensé la question du vélo, et donc du coup a un plan vélo avec tout un travail de hiérarchisation de son linéaire voulu, en disant bah voilà, ici on pressent que sur cet axe où il y a par exemple beaucoup de cyclistes, parce qu'on a fait des comptages, eh bien, c'est l'endroit où il faut vraiment aménager parce que on a des remontées avec des cyclistes qui nous disent qu'ils se sentent en insécurité. Et donc, du coup, on va produire en fonction de ce plan, voilà, on va le suivre et on va développer un aménagement temporaire très rapide au lieu de prendre 2 à 4 ans pour développer une piste cyclable et tester. Ça, c'est un premier...
quand tout se passe bien, quand il y a déjà un plan vélo, qu'on a des équipes qui ont déjà réfléchi à la question du vélo et de l'implantation des pistes cyclables sur leur territoire. Deuxième chose, on a aussi des collectivités qui débarquent, qui n'ont pas forcément de plan vélo et qui font appel à l'expertise aussi des citoyens experts. Généralement, c'est des associations de cyclistes. Et donc, il va y avoir des comités vélo avec des associations de cyclistes qui leur disent, bon, écoutez, nous, dans notre pratique quotidienne, on a remarqué qu'ici, il y a un point dur, que cet axe-là est un vrai problème et qu'il faut l'aménager. Alors, les collectivités, dans ce cadre-là, elles peuvent prendre en considération. Bien sûr, elles ne vont pas suivre tout le temps les recommandations des associations vélo, mais c'est maintenant un acteur assez important. Et on voit que la plupart des plans d'importance de développement des coronapistes ou même d'aménagement classiques vont être réalisés généralement en co-construction avec des associations vélo, voire parfois les associations vélo vont mettre à l'agenda la question du plan vélo. Le collectif Vélo Île-de-France, par exemple, à Paris, est force de proposition et essayer vraiment de mettre à l'agenda le RER vélo. Et voilà, et c'est suivi par des politiques, donc par exemple Madame Pécresse. Okay. Merci beaucoup Axel pour cet échange, c'était vraiment très riche et merci à tous d'avoir suivi ce talk. Voilà, on a largement dépassé l'horaire, mais voilà, c'était vraiment très très intéressant de cette restitution, voilà, toute cette étude que vous avez pu faire vraiment sur la pérennisation des coronapistes et aussi sur leur impact. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un échange avec Benoît Yamenge, directeur général de Smooth Zoov. On va aborder la question de l'innovation dans les stations de vélo en libre service. Merci à tous et merci encore Axel. Merci Vincent, merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.